Donc, on sait bien que l'appareillage orthopédique en Tunisie a été développé depuis les années 70, donc à l'Institut Qassab. Donc, ça faisait partie de tout un campus médico-socio-pédagogique Qassab. Et à cette époque-là, donc c'était l'épidémie de la polio, et on avait commencé surtout avec l'appareillage orthétique. Et puis est arrivé bien sûr les prothèses et la formation sur les prothèses. Donc en fait, tout se faisait au centre d'appareillage orthopédique de Manouba. Donc l'appareillage orthopédique, l'appareillage des prothèses conventionnelles, les prothèses esthétiques et même les prothèses myoélectriques. Donc l'appareillage fait partie de notre prise en charge en médecine physique rééducation. D'ailleurs, la majorité des médecins MPR ont actuellement et toujours la consultation d'appareillage. Je sais que à Tunis, elle persiste sous ces SFAX, elle existe. Donc c'est je crois la seule spécialité qui assure cette consultation multidisciplinaire où il y a l'appareilleur, le kiné et quelques autres spécialistes au besoin. Donc, il est évident qu'en cas d'amputation, les chances de réadaptation sociale sont très liées à la qualité de prise en charge. Et il ne suffit pas qu'un patient, on lui donne un appareil, c'est très difficile à utiliser. Il y a tout un processus déjà de préparation avant la chirurgie, comme on disait notre confrère chirurgien, tout de suite après la chirurgie, et tout ça c'est un package. Quand il y a quelque chose qui manque, eh ben la réussite de l'appareillage est très compromis. Et combien on a de patients qui nous reviennent avec leur appareil sur un fauteuil roulant, ils ramènent l'appareil à la consultation, disant voilà qu'ils ne peuvent pas l'utiliser. Donc, bien sûr, ce patient, il nécessite donc une prise en charge multidisciplinaire avec différents spécialistes qui doivent intervenir pour réussir ce processus. Et bien sûr, depuis les années 70, il y a eu un changement à plusieurs niveaux. Le changement épidémiologique, on l'a vu tout à l'heure, il y a un changement, on avait des jeunes amputés, accidents de la voie publique. Maintenant, bien sûr, notre population a vieilli, c'est surtout constitué par des patients âgés, pas très âgés, mais avec des séquelles d'artérite, donc ce sont surtout des amputations artéritiques. Il y a un changement dans l'utilisation sur le plan technique des matériaux, de la mécanique et tout ce qui s'ensuit. Et bien sûr, il y a des changements au niveau de l'évaluation du patient avant, après et avec sa prothèse. Donc, il y a la particularité qui reste, à part bien sûr le patient polypathologique. On voit, comme a dit Monsieur le ministre, venir toute une population maintenant de jeunes qui est suite aux différentes révolutions et guerres, et donc ils viennent avec une nouvelle approche. C'est une pathologie qui a aussi son approche un peu spécifique et bien sûr le même processus d'appareillage. Alors comment se passe actuellement le processus d'appareillage? Donc on identifie le patient, bien sûr, en consultation spécialisée. On doit étudier le besoin, la demande du patient. Souvent, c'est aussi une situation qu'on a souvent en face de nous. Un patient de 65 ans qui vient, déjà il est en fauteuil roulant. Déjà, il y a eu donc une période, même si c'est 3 semaines de fauteuil roulant, il arrive à la consultation, c'est son fils ou c'est sa fille qui le ramène à la consultation d'appareillage. Et puis, on ne lui a pas posé la question, en fait, est-ce qu'il voulait se remettre à la marche ou pas? Et souvent, quand on pose la question, donc le besoin n'est pas là. Le besoin, c'est une autonomie, c'est souvent l'acquisition d'un fauteuil roulant. Et partir dans un processus d'appareillage quand on n'a pas étudié le besoin, en situation réelle, n'est pas donc une approche très bénéfique, ni sur le plan économique, ni pour le malade lui-même. Donc, il faut toujours faire cette corrélation entre le besoin et la personne. Alors, les modalités de prescription. Ici aussi, il y a un grand hic, c'est qu'actuellement, c'est vrai que peut-être en médecine physique, quelques médecins d'orthopédie, orthopédistes ont fait la formation d'appareillage,
Mais sinon, tout le reste des chirurgiens vasculaires qui ont le plus grand pool de patients amputés n'ont pas cette formation. Et donc on voit des prescriptions qui ne sont pas précises, qui ne savent pas exactement. Et là, vraiment, il y a un grand... Suite à la prescription, bien sûr, il y a la couverture sociale qui vient avec. Donc, on peut revoir, donc, il y a deux grands types de prise en charge, suite, bien sûr, à la loi d'orientation relative à la protection et la promotion des personnes handicapées de 2005. Donc, c'est une loi qui a concrétisé les stratégies de programme mises en œuvre et de privilégier l'importance de frais d'appareillage, que ce soit pour les assurés sociaux ou bien pour les personnes qui n'ont pas de couverture sociale, dont le ministère des Affaires sociales recouvre les frais d'appareillage et d'orthèse. Donc c'est vrai qu'il y a un peu ce parcours de combattant qu'il faudrait peut-être proposer à réduire entre le moment où il y a la prescription de l'appareillage et où le patient arrive au centre d'appareillage orthopédique. Il y a tout un circuit bureaucratique un peu qu'il faudrait peut-être faire des propositions pour raccourcir, ou bien qu'il y ait un guichet spécial pour l'appareillage à la CNAM pour ne pas justement laisser les délais, parce qu'on sait que ce délai est vraiment très néfaste pour le malade. Et puis on n'oublie pas aussi le rôle des structures non gouvernementales. En Tunisie, il y a une habitude, il y a un peu un vécu. Il y a énormément d'ONG qui activent autour de la personne handicapée. Il y a une grande activité autour de l'acquisition du fauteuil roulant, c'est-à-dire on aide quelqu'un à acheter un fauteuil roulant, à donner un plus. Mais ce qui concerne l'appareillage, c'est vrai qu'il y a un vide et qu'il y a même un vide par rapport à ce type de handicap. Par exemple, des associations de patients amputés, ça n'existe pas, et c'est vrai que ça manque dans ce tissu associatif. Alors, en ce qui concerne le centre d'appareillage orthopédique, je ne reviendrai pas sur ce qu'a nous a déjà précisé Monsieur le Ministre, mais c'est vrai qu'il y a maintenant un centre privé, un centre public donc Tunis, Fax, surtout qui confectionnent les prothèses, et il y a des centres privés qui se développent. C'est vrai qu'il y a un vide, donc il est évident que ça va aller de plus en plus vite, et il faut que quand même ce centre d'appareillage orthopédique reste la référence, le public, comme à l'instar des structures hospitalo-universitaires. Il faut que ces structures gardent son aura et gardent son aura de formateur. Après tout le monde a été formé au centre d'appareillage. Il a vraiment derrière lui une histoire qu'on veut préserver et qu'on veut garder. Mais le problème est actuellement, c'est vrai qu'il y a un problème de délai très important, et le délai, malheureusement, ouvre la porte aux complications et aux pronostics de reprise de la marche. Alors, il y a également un autre point sur l'évolution des matériaux. Les matériaux, il y a maintenant les fibres de carbone, les thermos. Tout ça, ça nécessite une mise à jour, une formation régulière pour s'adapter à ce type d'évolution. Et quand même, je ne passerai pas inaperçu. On a une expérience qu'on a fait dans le cadre d'un projet de recherche sur l'élaboration d'un matériau composite à renfort naturel à base d'alpha, qui a fait l'objet de plusieurs publications. C'est un projet très intéressant entre le laboratoire. Il y avait le centre d'appareillage orthopédique avec nous, l'École nationale des ingénieurs, donc 2 ou 3 équipes de l'École nationale des ingénieurs. Ce projet avait pour objectif d'utiliser au lieu de la fibre de verre, qui est un produit bien sûr non dégradable, par un produit plus naturel, biodégradable.
Et donc, on est arrivé à faire des prothèses avec cette structure, donc structure non tissée d'alpha. Et donc, on est arrivé aux essais cliniques. On a, avec la participation de plusieurs laboratoires nationaux et internationaux, on est arrivé donc à fabriquer 10 prothèses avec la fibre d'alpha, avec des emboîtures donc à base de fibre d'alpha. Et elles sont actuellement donc, au stade d'essais cliniques. Donc, il y a également l'évolution des techniques de confection, bien sûr, par ordinateur assisté, qui est très intéressante. Cette prise de moulage est d'autant plus intéressante pour, bien sûr, la précision avec laquelle on aura l'occasion de revoir un tout petit peu dans la journée ces méthodes. Et donc, très intéressante. Actuellement, il y a un centre donc, en libéral qui a acquis donc, la CFAO là récemment et qui l'utilise. Alors, donc on ne reviendra pas sur le problème de la lenteur. On espère que... Alors, une fois l'appareillage acquis, il y a un problème, le dernier problème auquel on est confronté, c'est la conformité. La conformité, qui la signe et comment, après quelle évaluation on doit signer ce certificat de conformité, qui en fait, c'est une fausse assurance. Souvent, le certificat de conformité nous revient sans le malade. C'est le parent qui revient avec le papier dans le couloir. On est harcelé, signé. Donc non, il habite loin. Et en plus, comment signer cette conformité? Quelles sont vraiment toutes les recommandations qu'on doit vérifier avant de signer cette conformité? Quelle est la connaissance de la personne qui doit signer? Quelle est sa formation pour pouvoir justement contrôler l'efficacité de cette prothèse avant de signer? Donc, il faut aussi que ce certificat se généralise à tous les fabricants, même le centre d'appareillage orthopédique, ce qui n'est pas le cas actuellement, parce que c'est quelque chose qui nous permet de nous autocontrôler, et chaque fabricant, chaque technicien il sait qu'il sera soumis à un certificat et le patient va lui revenir, il n'est plus vraiment assidu à faire un appareillage de bonne qualité. Donc il faut que le certificat de conformité, qu'on remette un peu la consultation d'appareillage, puis la conformité doit être rediscutée au moment de la consultation avec les mêmes prescripteurs pour pouvoir donc signer cette conformité. Donc il est important pour nous aujourd'hui justement de revoir tous ces points, de définir quelques critères donc, pour le clinicien pour l'évaluation des incapacités. Il faut donc évaluer également, bien sûr, on est là pour voir ce qui peut se faire de plus, parce qu'on a. Donc, il faut avoir recours à certaines évaluations donc, plus sophistiquées, telles que l'évaluation tridimensionnelle, donc dans les laboratoires. Maintenant, on en a un à Brassard, donc un laboratoire d'évaluation tridimensionnelle, qui peut nous apporter un plus tout à fait objectif, important, pour juste analyser la marche après acquisition de la prothèse et avoir des données très objectives qui puissent nous permettre de corriger les imperfections d'un appareillage. Donc certaines difficultés, bien sûr, comme tous les techniciens, on a des moignons défectueux et là vraiment se pose l'avantage d'avoir une CFAO, d'avoir l'AQM pour pouvoir évaluer et dans les services de médecine physique, généralement, les malades qui nous parviennent, justement, c'est les malades difficiles. Parce que les malades qui sont faciles, généralement, ils passent par les prescripteurs, les premiers prescripteurs. C'est toujours, on a les flessomes, les malades qui ont fait des adaptés à l'effort, etc. Les moignons difficiles à appareiller. Et donc, pour nous, c'est dans les services
de médecine physique ou vraiment l'acquisition de matériel de recherche et d'optimisation de l'appareil, des appareillages doit être acquis. Donc, on a également, parmi les difficultés, beaucoup ces dernières années, des accidents de travail d'électrification, on a une polyamputation, donc des 4 membres, et aussi la prise en charge ergothérapique est très importante dans tout ce qui est appareillage de membres supérieurs, l'appareillage myoélectrique. On a fait une étude dans un master sur l'appareillage myoélectrique et on a vu qu'en fait, sur 10 cas pendant 7 ou 8 ans, il n'y a eu que 2 patients qui ont gardé l'usage de la prothèse myoélectrique. Une prothèse qui peut coûter jusqu'à 35 000 dinars et n'être utilisée que par 2 patients, c'est qu'il y a quelque chose, c'est le problème de la rééducation et de la prise en charge spécifique. Donc voilà, je vais pratiquement conclure sur les difficultés justement techniques de formation sur des techniciens orthoprothésistes. Donc actuellement, il y a ce projet donc, avec les Allemands pour redresser un tout petit peu la barre, mais il faut que les institutions universitaires réouvrent la porte à la formation d'orthoprothésistes, on n'en a pas encore assez, et on va probablement pour les universitaires qui enseignent dans ces écoles-là, il est recommandé d'utiliser bien sûr le niveau de formation à 3 compétences, tel que c'est décrit par l'AISPO, très intéressante, et des formations tout à fait qui doivent donc nous aider à vraiment à améliorer le quotidien de ces patients amputés. Et je vous remercie pour le choix de ce thème qui reste vraiment d'actualité.